Snake, jeu iconique des années 90 où un serpent placé dans une zone délimitée doit manger des pommes, sans jamais se mordre la queue ou sortir de la zone. À chaque pomme, il grandit et le jeu est gagné que quand toutes les pommes sont mangées. J'ai jamais gagné. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va tenter de créer un robot invincible à Snake, et pour ça, on va utiliser la sélection naturelle. On va développer notre laboratoire de serpents, créer les serpents, les faire jouer au jeu, les faire se reproduire pour garder les meilleurs agents, jusqu'à réussir à en sortir notre robot invincible capable de finir le jeu. Allô la Terre, ici Émilie Plante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va explorer les algorithmes génétiques pour pouvoir créer un robot invincible à Snake. C'est parti. Ok, pour que les Snakes puissent jouer au jeu, il faut déjà créer le jeu. C'est la première étape. On commence par initialiser la fenêtre du jeu, on met un petit fond noir. On crée un Snake de taille 3 à la base et on lui donne une position initiale dans le plateau. Ensuite, on met une pomme à un endroit aléatoire et on se retrouve avec ça, qui est la représentation graphique de ça. Si la case c'est un 1, c'est le Snake, si c'est un hashtag, c'est une pomme et sinon, c'est une zone libre. Maintenant qu'on a l'affichage, il faut faire bouger les éléments, donc coder la logique générale du jeu. Le Snake, il peut se déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. Et pour ça, c'est simple. Quand il monte, on applique -1, 0 sur la position initiale. Quand il descend, 1, 0. Quand il va à gauche, 0, -1. Et à droite, 0, 1. On récupère les touches du clavier pour déterminer quand est-ce que le Snake va en haut, à gauche, à droite ou en bas. Alors voilà, on en est à là. Oui, il y a les collisions aussi. S'il se prend un mur, il meurt. Et s'il mord sa propre queue, il meurt aussi. Ok, maintenant, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, et le truc principal, s'il passe sur une pomme, on augmente sa taille de 1, on met à jour la queue, et on efface la nourriture mangée, et on affiche une nouvelle nourriture à une position aléatoire. Ah voilà, bon là déjà c'est pas mal, maintenant il reste plus qu'à rendre ça un peu plus beau, parce que là on fait pas des snakes moisis nous. Une petite grille dans le fond, la bouffe en rond avec un petit contour plus clair, la tête du serpent plus gros pour qu'on le distingue bien par rapport au corps, on affiche le score bien sûr, et un petit message game over à la fin, et voilà. Et voilà, le jeu final est prêt. Il m'a l'air de marcher correctement. C'est l'heure de passer à la partie la plus intéressante, le robot. Maintenant qu'on a le jeu, il va falloir créer le robot qui joue à notre place et qui réussit à jouer parfaitement. Alors qu'est-ce qui permet de jouer parfaitement à Snake? Pour jouer parfaitement à Snake, il faut réussir à tourner aux bons endroits pour ne jamais se prendre un mur ni sa propre queue. En fait, une solution, ce serait même de passer toujours par le même chemin. Parce qu'en empruntant toujours le même chemin, il est forcé d'arriver à un moment sur la pomme et de jamais se mordre lui-même. Ça marcherait, mais ça c'est une solution longue et chiante. Donc on va plutôt partir sur une solution qui consiste à créer un genre de cerveau. En entrée du cerveau, on va donner la vision du Snake. On va dire qu'il voit à 180 degrés tous les éléments dans cette zone autour de sa tête. Donc à chaque mouvement, il met tous les éléments de la zone dans une matrice. 1 quand il y a la nourriture, -1 quand il y a sa queue ou un mur, sinon 0. À partir de cette matrice, le cerveau va appliquer des calculs dessus pour en sortir la décision. Donc chacun des 4 nœuds finaux, c'est une direction, en haut, en bas, à gauche, à droite, et on prend juste la sortie qui a la plus grande valeur. Donc en fait, toute la décision se joue dans les calculs. Mais comment réussir à trouver les bons chiffres à mettre? Genre comment réussir à trouver le cerveau bien programmé? Et si on s'inspirait de notre environnement, de la biologie? Les meilleurs se reproduisent, les plus faibles meurent. On pourrait générer un grand nombre de cerveaux avec des chiffres aléatoires à la base, les faire jouer au jeu et donner un score de performance à chacun des cerveaux. Récupérer ceux qui ont les meilleurs scores et tuer tous les autres. Les faire se reproduire et ainsi de suite. En gros, utiliser les principes de la biologie et de la sélection naturelle pour récupérer les meilleurs cerveaux. Et ça, c'est un peu le principe des algorithmes génétiques. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on commence par créer une population initiale composée de 100 agents, avec chacun leur cerveau initialisé aléatoirement. On les fait jouer au jeu, on les évalue. Et là, on va sélectionner les cerveaux du top 25 et des scores les plus élevés, et tous les autres cerveaux meurent. On va reproduire les cerveaux de ce top 25 de 2 manières. La première, c'est qu'ils vont faire une copie d'eux-mêmes, et la deuxième, c'est qu'ils vont apporter une version mutée. En gros, c'est une copie, mais avec quelques perturbations aléatoires, qui crée un nouveau cerveau. Et on remplit les 50% de la population qui reste avec de nouvelles apparitions aléatoires pour garder de la nouveauté. Après avoir fait ça une fois, on se retrouve avec une nouvelle population et on applique ce processus sur plusieurs centaines de générations et à la fin, on est censé finir avec une population finale qui soit plutôt performante. Maintenant qu'on a codé les cerveaux et la stratégie de reproduction, il est temps d'entraîner ces cerveaux et voir à quel point on peut avoir des cerveaux performants. Donc maintenant, il faut entraîner notre IA sur des centaines et des centaines de générations, voire plus.
Et pour ça, on a besoin de puissance de calcul. Ce qui serait trop bien, ce serait de pouvoir entraîner notre IA dans un cloud, comme ça on utilise les ressources du cloud. Et justement, on a accès au cloud public d'Infomaniac puisqu'ils sponsorisent cette vidéo. Alors je suis leur documentation, je crée mon public cloud, je crée un nouveau projet, je me connecte à mon projet à partir du terminal, je choisis quelles ressources je veux et je crée mon instance. Je m'y connecte, je transfère mon algo dessus et je le lance pour qu'il s'entraîne. Et voilà, c'est en train de s'entraîner. Et ce qui est cool, c'est qu'Infomaniac, c'est une boîte européenne qui existe depuis 1994, donc il y a 30 ans cette année, et qui a la volonté de proposer un cloud éthique, avec une offre variée des VPS, d'instances GPU, des outils pour le développement de LLM. Et face au Big Tech, je trouve ça cool d'avoir ce genre d'entreprise basée en Europe et qui veut un cloud éthique. Sur leur site, ils expliquent leurs engagements en termes de souveraineté, mais aussi d'écologie, prolongement de la durée de vie de leurs serveurs, déploiement de centrales solaires pour produire de l'énergie, mais aussi création de data centers innovants qui fonctionnent en circuit fermé, genre un data center qui fonctionne sans climatisation et qui revalorise 100% de l'énergie thermique pour chauffer des logements. Et en plus, ils sont grave sympas. Si jamais les gars, vous aussi, vous avez des projets avec des algos un peu plus chargés, genre qui ont besoin idéalement d'être entraînés sur un cloud, vous pouvez découvrir l'offre Infomaniac, je vous mets le lien en bio, et sachez qu'il y a la possibilité de démarrer avec 300 € de crédit offert. Ok les gars, maintenant il est temps de voir les résultats de notre robot. Est-ce que les snakes ont compris les règles? Est-ce qu'ils arrivent à jouer au jeu déjà? Donc on commence avec la première génération. Et donc là, on peut voir qu'ils prennent des décisions complètement aléatoires. Jusqu'à cet agent qui réussit donc par hasard à manger une pomme. Donc c'est sûr que lui fera partie des agents sélectionnés. Mais au fur et à mesure des générations, en fait, je voyais pas de nette amélioration. Au bout de 150 générations, il galère toujours autant. Et après avoir testé plusieurs trucs, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème venait du fait que la pomme était en dehors du champ de vision du snake, souvent. Donc j'ai décidé d'aider un petit peu nos petits snakes et commencer par mettre les premières pommes plus près de la tête du serpent. J'entraîne à nouveau le robot. Ok, cette fois c'est parti, première génération. Ils galèrent à manger la pomme, ils se déplacent de manière carrément aléatoire. Bon, ils comprennent pas les règles mais c'est normal. Ça y est, il y en a un qui arrive à manger des pommes. En même temps, les pommes sont dans la zone autour de la tête, donc là c'est plus simple. Lui il va être retenu, celui-là aussi. 100e génération. Ah, on voit enfin qu'ils arrivent à se déplacer de manière de plus en plus coordonnée. C'est une dinguerie en vrai. Dites-vous, genre, on leur a jamais dit comment il faut se déplacer. Bon, les générations passèrent et pas de trace du snake invincible, même s'il y avait des très bons scores. On n'arrivait jamais au 100. Donc j'ai testé différentes configurations en changeant la taille de la fenêtre de la vision des snakes ou le pourcentage de copies des meilleurs agents dans les populations. Mais le seul moyen d'atteindre le snake invincible avec les algorithmes génétiques, ça a été sur des snakes en 6x6, ce qui est déjà pas mal. Je vous laisse admirer l'agent 18 de la génération 566. Alors il y avait d'autres manières de faire qui sont plus efficaces pour terminer Snake, mais j'avais vraiment envie d'explorer les algorithmes génétiques. J'ai vu sur internet qu'il y en a qui ont réussi à arriver au bout du 10x10. Je pense qu'il y a moyen en améliorant surtout la vision du Snake, genre comme dans cet exemple là. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, c'était un peu plus technique que d'habitude. En tout cas moi j'ai kiffé, gros bisous à tous, merci d'avoir regardé. Je sais que tu t'es perdu mais ensemble on est deux. J'ai la haine, j'ai pas envie qu'on m'aime.